Mardi 20 août 2019, il est 22h à Sémé et à Waoundé, c'est dans le département de Kanel. Encore 3 morts dans un accident de la circulation. Un véhicule de type 4x4 pick-up s'est renversé sur la route de Mabo dans le département de Birkilane. 9 blessés ont été admis aux soins à l'hôpital régional de Kaffrine. La famille d'Amar Mbaye annonce une plainte contre X et exhorte le procureur de la République à déclencher l'autosaisine. C'est pour que toute la lumière soit faite sur la mort du boulanger conducteur de moto Jakarta. Le défunt a été inhumé cet après-midi à Thiès. Tahaou Dondoy Magoum Islam en bouclier contre les injures à l'endroit des familles religieuses sur les réseaux sociaux. La convergence réclame la pénalisation de ces actes répréhensibles. Une marche pacifique de dénonciation est prévue vendredi prochain. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement engage les forces de l'ordre à sanctionner. Selon Oumar Youm, les accidents de la circulation sont la résultante de l'indiscipline des chauffeurs. Les phases nationales des Navétanes débutent par un match nul, un but partout entre Dekondo et Marbat. Louga, lieu de convergence des acteurs du championnat populaire. La page des sports, Abdou Diouf Junior. Le tour du web, Mamadou Oumar Ba. Le marché, les informations économiques, Nafis Atoussila. Bonne santé, Salimata Aou. La chronique de PSK, Papa Sambouakan, invité du soir. On termine avec Magat Ba, le directeur général de l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture. Entretien avec Papa Balguey sur la situation, les défis et les objectifs du sous-secteur aquacole. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mamadou Amar Ndione. À la présentation, à la technique, Abdou Cham. Mesdames et messieurs, bonsoir. Accident de la circulation ce mardi après-midi sur la route de Mabo dans le département de Birkilane. Un véhicule de type 4x4 pick-up s'est renversé. Bilan provisoire, 3 morts et 9 blessés évacués à l'hôpital de Kaffrine. Les détails avec Omar Diaye. Un accident spectaculaire s'est produit sur la route de Mabo, département de Birkilane, cet après-midi. Un véhicule 4x4 Mitsubishi s'est renversé et a fait 2 morts sur le coup et 10 blessés graves qui sont évacués à l'hôpital de Kaffrine. Le bilan s'est aggravé avec un 3e décès en cours d'évacuation. Kebo Sek témoigne. Quand je suis arrivé, il y a eu 2 morts. Nous avons convoyé les blessés. Il y a eu 11 blessés et 2 morts. Mais une fois à l'hôpital de Kaffrine, un autre a rendu l'âme, ce qui a porté le bilan à 3 morts. Il quittait le village de Bambomoussa pour se rendre à Mérine Tcheken. À l'hôpital, nous avons attendu plus de 25 minutes avant que les médecins ne viennent au secours des blessés. Les victimes originaires de Bambamodou revenaient d'un décès à Kermbaï. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Kaffrine. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Recrudescence des accidents de la circulation. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement condamne le comportement des chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route. Il préconise des sanctions contre les auteurs de ces accidents. Oumar Youm en appelle à la réaction des forces de l'ordre. Le ministre présidait ce mardi le lancement de la carte Rewel au niveau de l'autoroute à péage de Thiès. Le voici avec Cherante Diop. Nous avons constaté un certain relâchement qui a induit beaucoup d'accidents ces temps-ci. Alors qu'il y a de cela 2 mois, nous avons constaté quand même une certaine accalmie due au fait qu'il y a eu des brigades qui ont été montées et qui permettaient de faire le contrôle de manière régulière. Donc nous insistons encore une fois sur la nécessité d'accentuer les contrôles parce que nous avons constaté que 90% des accidents sont dictés par le comportement humain et pour cela il faut de la prévention mais il faut aussi de la sanction. Tests réglementaires qui nécessitent justement un changement de comportement. Donc plus de vigilance, plus de respect de la réglementation, plus de respect des règles de dépassement, des distances réglementaires, plus de respect des aires de repos qui sont dédiées à ça. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, Oumar Youm, la famille du boulanger conducteur de moto Jakarta tué à Thiès a décidé de porter plainte contre X. Elle demande au procureur de la République de s'autosaisir pour élucider l'affaire. La victime, Amar Mbaye, a été inhumée ce lundi après-midi dans la tristesse et la consternation. Cheikh Anta Diop. Mafatim Mbaye, père du défunt, rassure, les résultats de l'autopsie sont très satisfaisants.
Ce que l'autopsie a révélé, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça. Bon, mais nous sommes satisfaits de l'autopsie. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Bon, parce qu'il y a des choses en instruction, donc nous ne pouvons pas donner nos éléments, nos fonds de dossier, nous ne pouvons pas les étaler à la place publique pour éviter des parades. Traumatisme cervico-facial avec fracture du cou. Qui vous a donné ça? Bon, on ne dévoile pas nos sources quand même. Ah bon, vous ne dévoilez pas vos sources. Mais en tout cas, moi, je ne vous ai pas donné ça. Bon, si vous avez vos sources, alors ça, ce que vous dites engage vos sources. Avec l'appui des autorités judiciaires, en particulier du tribunal de grande instance de Thiès, Fatim Mbaye a annoncé l'ouverture d'une enquête et la famille a décidé de porter plainte contre X, dit-il. Le procureur s'est autosaisi. Le procureur s'est autosaisi. Il nous l'a dit, répété tout à l'heure à son bureau. On a entamé l'enquête, c'est tout. Nous allons porter plainte contre X. Un policier serait mêlé à cette affaire? Ça, je ne saurais le dire. Amar Mbaye, accompagné ici par ses parents, ses amis et les conducteurs de taxi moto Jakarta de Thiès jusqu'à sa dernière demeure. Il a été inhumé au cimetière de Modoki Diop. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Médina Gounass pleure la mort de Thierno Abdoul Aziz Ba, le frère cadet porte-parole du khalife général des Médina Gounass. Thierno Ahmadou Tidiane Ba est décédé à la Mecque. La communauté du Dantel Dakar, en collaboration avec la présidence de la République, se concerte pour rapatrier le corps du guide religieux. Kolda Abdoulaye Diallo. La tristesse et la consternation règnent au sein de la communauté gounassienne depuis l'annonce du décès de Thierno Abdoul Aziz Ba, jeune frère au khalife général de Médina Gounass. L'ex-député Mamadou Talla est un des leurs. Thierno Abdoul Aziz, c'est un pèlerin de prière d'Aïcha, de Guégué, qu'il a décédé dans son hôtel à la Mecque. Décédé à l'âge de 77 ans, Thierno Abdoul Aziz Ba était le porte-parole du khalife de Médina Gounass. Il a décédé à l'âge de 77 ans. Donc Thierno Abdoul Aziz était le porte-parole du khalife général de Médina Gounass, Ahmed Tidiane Ba, radiyallahu ta'ala anhu. Thierno Abdoul Aziz était accompagnateur du khalife de Médina Gounass. C'est lui-même qui charge tous les besoins du khalife. Tous ces déplacements des khalifes ici à l'intérieur et à l'extérieur du Sénégal. Président de la fondation Dental Dakar, la structure qui organise chaque année le Dakar de Médina Gounass, Thierno Abdoul Aziz Ba dirigeait aussi l'agence de voyage du Dental Dakar créée depuis 1998. Chose significative depuis 1998, l'année qu'il a convoyé 125 pèlerins. Cette année, il a amené 521 personnes. Même si la plupart des musulmans rêvent de mourir à la Mecque et d'être inhumés auprès de la tombe du prophète Mohammed, la communauté gounassienne, en collaboration avec la présidence de la République, s'affaire autour du rapatriement du corps de ce guide religieux. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Il est 22h passé de 8 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Tchadiaï. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. La convergence Tahaou Ndonoy Magoum Islam qui prône une loi portant pénalisation des injures contre les figures de la confrérie du Sénégal, du Sénégal. La dite convergence va d'ailleurs organiser une marche vendredi prochain. C'est pour dénoncer la diffusion récurrente dans les réseaux sociaux des fichiers audiovisuels à l'endroit des autorités religieuses. L'organisation a d'ailleurs pris la décision de mettre ces éléments à la disposition de la brigade de cybercriminalité. C'est pour identifier les auteurs. La convergence a fait face à la presse cet après-midi à la maison de la presse. Abdoulaye Diop. La convergence Tahaou Ndonoy Magoum l'Islam dénonce avec la dernière énergie la diffusion répétitive de fichiers audio irrespectueux contre les autorités religieuses et réclame une loi répressive contre les auteurs. Mamaktar Gueye est le chargé de communication. Serigne Modou Mbacké Bara Dolly qui a déjà anticipé, il a contacté un certain nombre de députés qui sont disposés à se constituer en groupe pour déposer une proposition individuelle de loi portant pénalisation des injures et des outrages
contre les icônes des grandes confréries de ce pays. La brigade cybercriminalité va être saisie pour identifier les auteurs des audios selon la convergence. Nous tenons à la disposition de l'État du Sénégal un certain nombre d'échantillons pour permettre essentiellement à la brigade de cybercriminalité de faire les recherches nécessaires pour pouvoir identifier, traquer et arrêter les auteurs de ces audios insultants. Une marche de protestation et de prévention va aussi se tenir ce vendredi. Nous allons descendre sur le terrain vendredi le 23 pour inviter l'État du Sénégal à ne pas laisser se perpétuer impunément de telles dérives qui sont susceptibles d'encourager certaines déplorables répliques, voire même des représailles, tant il est vrai que les croyants ne sont pas tous censés avoir la même capacité de sang-froid. La convergence Taxawu Ndonay Magum l'Islam, qui regroupe toutes les confréries du Sénégal, compte s'étendre dans toutes les régions avec des cellules locales. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural se félicite de la reprise des pluies dans plusieurs localités du pays. En visite à Fatick, Moussa Baldé a constaté la mise en place presque effective des semences d'arachide. Dans le Sine, la barre des 100% a été déjà atteinte quasiment. Aminata Goudjabi. Cette année, dans la région de Fatick, la distribution des semences s'est déroulée sans dysfonctionnement. Selon le directeur du développement rural de Fatick, tous les quotas alloués à la région de Fatick ont été mis à la disposition des producteurs. Mamadou Badian, directeur du développement rural de Fatick. Sur l'arachide, sur un quota prévisionnel de 4192 tonnes, 99% ont été mis en place et 99% aussi achetés. Le riz pluvial, on est à 86% de mise en place. Et les distributions se poursuivent. Tout ce qui doit suivre en termes d'opérations culturelles également, de la part des producteurs, sont réalisés. Et il en est de même pour les engrais et le matériel agricole. Si on prend l'engrais arachide 6,10, on est à peu près à 2615 tonnes de semences mises en place. Pour le 1999, 800 et quelques sur le 1500 et quelques sur le triple 15 et 760 tonnes sur l'urée. Cette fois-ci, vraiment, des efforts ont été faits. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural se félicite de cette situation et d'après Moussa Baldé, avec la reprise des pluies, on peut espérer de bons rendements agricoles cette année. Pour ce qui est des intrants, tout a été mis en place à temps. Ça, c'est notre devoir et on est très content que ça ait été bien fait. Ensuite, il y a le côté pluviométrie. Tout le monde sait que cette année, le début de l'hivernage est un peu capricieux, mais on remarque que les cultures, en tout cas que nous avons vues avec les pluies du week-end dernier, se comportent bien. À Fatick, le ministre de l'Agriculture a rendu visite à l'ASC Diambougoum de Niakhar qui s'active dans l'agriculture du mil, sa transformation et sa commercialisation. Moussa Baldé a également fait un tour au périmètre risicole du village de Faïl dans la commune de Diouroup. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. Aminata Goudjabi, donc dans le Sine, la barre des 100% était quasiment atteinte concernant les semences, la mise à disposition, bien sûr. Coût élevé du prix de l'aliment de poisson au Sénégal. Alassane Diop appelle les privés et l'État à investir pour accompagner le secteur. Selon le président de l'Association des aquaculteurs du Sénégal, avec les prix appliqués sur le marché, il sera difficile d'avoir de bons chiffres d'affaires après de gros investissements et les charges qui s'y greffent. Alassane Diop, président de l'Association des aquaculteurs du Sénégal, que nous écoutons au micro de Papa Balagay. L'aliment rentre à hauteur de 70 à 75% du coût de production du poisson. Donc plus le prix de l'aliment est élevé, et nous aurons des difficultés pour écouler notre production. C'est que le problème qui s'est posé, je vous l'explique en 2 mots, quand on a été voir les producteurs sur la place, ils disent non, quel est le marché? Oui, il y a combien de producteurs de poissons au Sénégal pour qu'on puisse investir. Je crois qu'ils n'ont pas compris que comme c'est un nouveau produit, il faut qu'ils participent à la réalisation. Combien achetez-vous d'aliments importé, ça nous revient environ vers 700 francs CFA le kilo. Et si le poisson est vendu à 1500, entre 1000 et 1500, il y en a qui arrivent à vendre plus. C'est bien, mais c'est parce que le marché n'est pas encore ouvert. Mais quand le marché va être ouvert, les prix vont chuter. Donc moi, je prends le prix de base, entre 1000 et 1500. Mais si on dépense 700 à 800 francs pour l'aliment, qu'est-ce qui va rester? Il y a les charges, il y a les employés à payer, il y a les charges que nous subissons. Donc il faudra faire attention.
Alassane Diop, à l'instant, le président de l'Association des aquaculteurs du Sénégal, qui s'exprimait en marge d'une cérémonie de réception de dons d'aliments de poissons, environ 10 tonnes qui ont été donc l'œuvre de l'entreprise Avicenne. Le tourisme sénégalais renaît de ses cendres selon des professionnels du secteur. Le tourisme local a porté secours à ce pilier de l'économie nationale. Notre reporter Fama John s'est entretenu avec des professionnels du secteur. C'est l'objet de son dossier. Le tourisme sénégalais semble avoir trouvé une nouvelle identité. Il ne s'agit pas du tourisme international considéré comme un facteur de développement, mais plutôt du tourisme local. Et oui, de plus en plus de citoyens promeuvent la destination sénégalaise. Pape Fall et Ibrahima Mbaye sont respectivement gérants des hôtels Les Palétuviers de Toubacouta et Arc-en-Ciel du Lac Rose. Auparavant, c'était un peu compliqué parce que dès que la saison touristique est fermée, la plupart des hôtels fermaient ou donnaient congé à leurs employés. Mais maintenant, on voit qu'il y a une bonne fréquentation locale. Ça fait découvrir un peu les Sénégalais, les sites touristiques. Ça se passe bien. Les Sénégalais commencent à vouloir découvrir leur pays. Et c'est une bonne chose. On espère que la tendance se poursuivra comme ça. Certes, des efforts sont faits pour développer le tourisme local, mais il reste beaucoup à faire. Ibrahima Mbaye propose des tarifs spéciaux pour les résidents. Pour ce faire, l'État devra diminuer les taxes hôtelières. Ça pourra encourager les Sénégalais parce que les tarifs sont un peu chers par rapport à certains budgets. Les gens veulent bien sortir, bien aller dans les hôtels, mais vu des fois les tarifs, c'est un peu compliqué. Pour le président du syndicat Initiative de la Casamance, les Sénégalais doivent être davantage informés sur les efforts fournis ça et là. Selon lui, les gérants des réceptifs hôteliers gagneraient à s'ouvrir au marché local. Augustin Diatta. Aujourd'hui, les hôtels, actuellement, les tarifs qu'on a, il y a des tarifs résidents, mais c'est pas suffisant parce que c'est encore élevé. Et là, pour ça, il faut vraiment que le ministère joue sa partition, essaie de rencontrer les acteurs, essaie de voir comment, essaie de trouver une solution pour que les tarifs soient plus attractifs. Au Sénégal, le tourisme est la deuxième source de devises après la pêche. En 2018, il représentait 6% du produit intérieur brut du pays et générait près de 100 000 emplois. Aujourd'hui, avec l'essor du tourisme local, le secteur renaît. Instaurer un programme sur le volet financier dans les curricula scolaires. C'est le souhait du secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, l'OQSF, et le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes ont signé ce matin une convention. L'objectif est d'inciter la jeunesse à entreprendre et à lutter contre le chômage. Suivons le compte-rendu d'Amadou Sabarba. L'emploi des jeunes, un réel problème au Sénégal, une question qui mérite une prise en charge dans les programmes scolaires. C'est le plaidoyer de l'Observatoire de la qualité des services financiers du ministère de l'économie, des finances et du plan. Abimdao est le secrétaire exécutif. Cette démarche se retrouve en nous. Nous devons mettre au niveau des curricula des étudiants et même aux préscolaires des programmes d'éducation financière destinés aux élèves, aux étudiants, aux apprenants, aux titulaires d'idées de projets qui sont coachés sous forme de mentorat ou de tutorat par le PSC Jeunes. C'est tout à fait faisable parce qu'il s'agit de lutter contre le gaspillage, de lutter pour une bonne gestion des fonds, de saisir les opportunités que présente la collaboration d'un entrepreneur potentiel avec les institutions financières. À travers cette convention, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes compte former des créateurs d'entreprises et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Professeur Aminata Sall Diallo est la coordonnatrice du PSJ. Nous pensons que dans l'accompagnement des jeunes, nous devons aujourd'hui leur apprendre comment. Évidemment, on est interface, comment accéder à l'argent, mais également comment gérer tout ça pour que tout se passe bien. C'est ça notre objectif et je pense que nous ne pouvons pas trouver meilleur partenaire que l'Observatoire de la qualité des services financiers pour faire ça, parce qu'eux-mêmes travaillent beaucoup avec ces banques. Le PCJ et l'OQSF, deux entités de l'État du Sénégal qui ont la même ambition,
satisfaire les besoins présents et futurs de l'économie sénégalaise. Encore un incendie avec son cortège de dégâts au marché Rond-Point Liberté 6 à Dakar. 5 à 6 cantines sont parties en fumée. Il s'agirait d'un court-circuit électrique selon les commerçants menacés par le système de les opérations de désencombrement du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Ces commerçants demandent d'être recasés dans d'autres lieux. Omar Mbow, notre reporter, a fait un tour sur les lieux. Voici son reportage. Série d'incendies dans les marchés, celui du rond-point Liberté 6 n'est pas du tout épargné. Ce mardi, tout le matin, les flammes ont surpris les commerçants. ay portable accessoire blende yooyu chargeur électronique yooyu rek. 5 à 6 cantines ont pris feu. Abdoussar, la mort dans l'âme, évalue les pertes. Il est difficile d'estimer avec exactitude le montant, mais je crois que mes 3 millions sont partis en fumée. 3 millions et mon mat. L'origine de cet incendie reste inconnue, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un court-circuit électrique. Le marché ne dispose qu'un seul compteur, renseigne le commerçant. Dans tout le marché, il n'y a qu'un seul compteur. Tous les branchements sont issus du même compteur. Dans la cantine de son voisin immédiat, ça marchande fort avec les clients. Mariam Diallo, la gérante, est préoccupée par leur prochain déguerpissement annoncé par le ministre Abdou Karim Fofana. Nous sommes conscients qu'on va quitter cet endroit. Ils vont nous déguerpir, mais on voudrait qu'ils nous amènent dans un autre endroit où on pourra travailler tranquillement et ainsi subvenir aux besoins de nos familles. Scandalisés par l'incendie, les commerçants du marché Rond-Point Liberté 6 craignent pour leur avenir, surtout avec le nouveau programme Zéro déchet lancé par le chef de l'État. Macky Sall veut éliminer Abdoul Mbaye des élections prochaines, comme il l'a fait avec Karim Wade et Khalifa Babacar Sall. Mamadou Lamine Diallo, c'est lui qui le dit. Il pense que si la condamnation du président du parti Acte dans l'affaire qu'il oppose à son ex-épouse est confirmée, il sera inéligible selon le code électoral. Il a posé sa 160e Kesteki ce mardi. Mamadou Lamine Diallo, joint par Makumba Bey. Après Karim Wade et Khalifa Sall qui ont été rayés des listes électorales, ce sera le tour de Abdoul Mbaye si ce jugement est confirmé. 1 an de prison avec sursis. L'article L31 du code électoral est très clair là-dessus. Lorsque vous avez 1 an de prison avec sursis, on peut vous rayer donc des listes électorales. C'est cette menace qui pèse aujourd'hui sur Abdoul Mbaye. L'objectif, il est très engagé dans la lutte contre le scandale du gaz de Saint-Louis, très engagé dans la défense de la démocratie. Il veut l'éliminer de la politique. Comme ça, s'il n'est pas sur les listes, il ne pourra pas avoir de mandat électif. Ça, ce n'est pas acceptable, c'est pas bien pour la démocratie. Mais il est condamné avec sursis pour le moment. Oui, tout à fait. Maintenant, il ira évidemment devant la Cour suprême pour contester ça, c'est clair. Et donc, c'est pourquoi il faut se battre pour que ce jugement ne soit pas confirmé. Parce qu'1 an de prison avec sursis, c'est très clair. La loi électorale est claire au Sénégal. Vous allez être rayé des listes électorales et c'est pas Ali Ngouille qui va se gêner pour le faire. Et tout ça, vous dites, pour arriver à un émir gazier, comme vous l'appelez? Absolument. Un émirat gazier. L'émirat gazier, c'est vraiment mettre la démocratie sénégalaise entre parenthèses. On aura des élections pipées et donc il y aura une continuité dans la direction du pays par la famille Faisal. Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Teki. 22h21. Bonsoir Abdou Junior. Bonsoir Mamadou Amar Dione. RFM Sport. Football, phase nationale des Navétanes, le champion en titre en lice. Le réveil de Kaolack a mis en jeu son titre cet après-midi. Les Kaolackois font face à l'instant aux Lougatois de l'ASC Artillerie. C'est le deuxième match de la journée au stade Albouri Ndiaye. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. Phase nationale des Navétanes toujours, le derby lougatois n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes ont lancé la compétition cet après-midi. Marbat et Dekondo, de bons voisins, se sont partagés les points, 1 but partout. Sherfa Loire, d'un superbe coup franc, a ouvert le score pour Marbat dès la 4e minute. Dekondo égalise à la 8e grâce à Ibrahima Bey. Tout s'est joué dans les 8 premières minutes de cette rencontre. Marbat a fini la partie à 10 après l'exclusion à la 40e de Pape Sidi Samb. Le ministre des Sports Matarba était au stade Albouri Ndiaye de Louga. Louga a réussi le pari de la mobilisation.
Ismaïla Mbeng, le président de l'ORCAV, qui a tenu ses propos devant notre reporter Abraham Paul Pouy, appelle la jeunesse au fair play. Pour lui, les compétitions ont démarré dans de très bonnes conditions avec l'adhésion massive du public lougatois. Nous l'écoutons avec Abraham Paul Pouy justement. C'est un défi à relever et déjà dès le premier jour, le jour de l'ouverture, nous pouvons seulement présager d'un bon déroulement et d'une bonne fin des phases. Parce qu'aujourd'hui, on a eu droit quand même à une fête, à une grande fête de la jeunesse sénégalaise, des Sénégalais, des Lougatois, de toutes les régions du Sénégal, de toute la jeunesse qui est venue fraterniser, qui est venue solidariser, qui est venue montrer que le Sénégal a une seule et une même jeunesse qui aujourd'hui est à Louga. Louga qui a l'habitude d'organiser des phases et même qui a l'habitude de remporter des phases. En tant que président de l'ORCAV de Louga, je suis ravi et tout simplement comblé de dire que, en ce qui me concerne, j'ai réussi mon pari, c'était de mobiliser des moyens et je l'ai fait. Nous l'avons fait avec nos autorités. Mais celui qui ne sait pas perdre ne mérite pas de gagner. Effectivement, dans le Nord-Ouest, moi je crois que c'est la violence qui aujourd'hui est la tache noire qui gangrène le mouvement. Et cette tache noire que nous sommes en train aujourd'hui de gommer, d'effacer de nos activités, parce que c'est de mauvaises pratiques. Il s'agit tout simplement de participer. Il s'agit de montrer que le football peut réunir la jeunesse. Le football peut faire en sorte que les jeunes du Sénégal se réunissent pour fraterniser. Football tournoi de montée en National 2, Moya de Kolda rate le coche. Les Coldois ont perdu 1-4 devant Zig Inter, un score fleuve qui a brisé l'élan de Moya. Son entraîneur Abdou Sané, déçu, s'est entretenu avec Max Euclide Confani. Ça arrive dans le monde du football parce que c'est un gosse vraiment qui nous a valu vraiment des satisfactions. Mais malheureusement pour nous aujourd'hui, il n'a pas été dans son jour. Il a mal apprécié les trajectoires des ballons et on a encaissé très tôt. En 12 minutes, on a encaissé 3 buts. Et donc ce ne serait pas facile pour un match de compétition à cette envergure. Donc pour voir que par rapport à un match se perd sur un coup de dé. Et heureusement pour ceux de Ziguinchor, ils sont tombés sur cette chance et que nous sommes tombés sur ce malheur. Le sport est ainsi fait. On peut que supporter et accepter les données qui nous sont réservées. Maintenant, redoubler d'efforts et essayer de voir, tant bien que mal, est-ce que peut-être l'année prochaine on va revenir. Mais on peut se revigorer encore et croire au destin. Et je ne peux que les féliciter et les encourager. Parce que dès le début, ce n'était pas facile d'arriver là où nous sommes arrivés. Et Dieu a fait, nous sommes arrivés ici à un tournoi de montée. Donc c'est une très grande satisfaction par rapport à ce que nous avons fait. Football toujours, Abdou Diouf Junior, cette fois-ci la Ligue européenne des champions, barrage aller, le club Bruges prend une bonne option. Le club du Sénégalais, Crépin Diatta, entré à la 89e minute, a battu Linz ASK, 1-0, but marqué à la 10e minute sur penalty par Van Aken. Dans les autres rencontres, Apple Nicosie, c'est une équipe chypriote qui a perdu, qui a plutôt partagé les points avec l'Ajax Amsterdam des Pays-Bas, 0 but partout. CFR Cluj de la Roumanie a perdu devant Slavia Prague de la République tchèque, 0 but à 1 pour les Tchèques. Demain, Olympiakos, c'est une équipe grecque. L'équipe de Pape Abdou Cissé. De Pape Abdou Cissé, justement, oui. Qui reçoit Krasnodar, une équipe russe. Les Young Boys de Berne de Suisse reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est une équipe serbe. Dynamo Zagreb de la Croatie reçoit Rosenborg, une équipe norvégienne. Basketball, cette fois-ci, Abdou Diouf Junior avec le Mondial 2019. Les Lions se sont entraînés cet après-midi. Tout porte à croire qu'il s'agit de la dernière séance de l'équipe nationale du Sénégal à Dakar. Le départ de la délégation sénégalaise a été annoncé pour ce mercredi. Il n'y a pas encore eu de confirmation. Le Sénégal prend part à la Coupe du Monde en Chine. Les Sénégalais vont affronter en phase de groupe le Canada, la Lituanie et l'Australie. La Coupe du Monde masculine de basketball est prévue du 30 août au 15 septembre 2019. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Mamadou Omarba. Bienvenue. Les résultats de l'autopsie pour déterminer les causes du décès du boulanger Amar Mbaye sont enfin connus. L'information est donnée par la radio Futur Média et reprise par plusieurs sites. Sénéweb, qui cite la RFM, informe que le médecin légiste Abdoul Majid Bgaï de l'hôpital Aristide Le Dantec a découvert un traumatisme cervico-facial avec plusieurs fractures. IGFM va plus loin et fait état d'une hémorragie interne et externe de grande abondance. Il serait tombé de sa moto au moment de la course-poursuite
poursuite entre policiers et conducteurs de Jakarta. Dakaractu ajoute même que ces indicateurs porteraient à croire à la thèse de l'accident brandi par certains. Pendant ce temps, IGFM informe que les parents du boulanger Amar Mbaye ont procédé à son inhumation à Thiès. Et le site du groupe Futur Média d'ajouter que le père du défunt devrait s'adresser à la presse à son domicile à Nyetikad à Thiès. Le commissariat des Parcelles Assainies de Dakar a un nouveau patron. Une information à lire sur actusen.sn. L'article indique qu'il s'agit du commissaire Daouda Mbodj qui a été le chef de la police de Médina. Il remplace Bara Sangaré qui est maintenant conseiller à la direction générale de la police nationale. À propos de la drogue saisie au port de Dakar, la police arrête un nouveau suspect. Leral.net qui reprend la RFM informe que l'homme interpellé dans la nuit du lundi au mardi 20 août dans un immeuble au point E est de nationalité française. À l'international au Burkina Faso, africanews.fr informe qu'un nouveau bilan de l'attaque djihadiste fait état de 24 morts, 7 blessés et 5 disparus. En sport, la RFI indique qu'en juin dernier, la FIFA avait donné un ultimatum à l'Iran. Les autorités devront accorder aux Iraniennes le droit d'entrer dans les stades, faute de quoi le pays risque d'être suspendu ou expulsé de la Fédération internationale de football, alors que commencent en septembre les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Tour du web, c'est fini. À demain. Le marché sur RFM. Le marché, une présentation de Nafissatou Silla. Bienvenue. Le marché après la Tabaski. Difficile pour beaucoup de reprendre leurs activités normalement dans les marchés ou dans d'autres secteurs. Il s'agit bien sûr du secteur informel. À Tilène, la reprise paraît froide. Certains commerçants avouent avoir dépensé toutes leurs économies pendant la Tabaski, ce qui leur pose un problème pour redémarrer leur commerce convenablement, même si certains disent avoir rationalisé. Le constat au marché Tilène avec Adi Maguette Diaye. Nous sommes au marché Tilène. Les activités des commerçants reprennent petit à petit. Au cœur même du marché, les étals sont peu fournis, moins garnis que d'habitude. Légumes et autres condiments, il n'y en a pas beaucoup. Et pour cause, certains commerçants n'ont plus de fonds de commerce. Toutes leurs économies sont rentrées dans les dépenses de la Tabaski. C'est le cas de Ndeye Ndiaye, vendeuse. J'ai tout dépensé pour la fête. J'ai donné beaucoup d'argent à ma famille. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à venir travailler pour reprendre à zéro. Je n'ai pas d'autre solution. Je suis obligée de tout donner à mes proches. C'est un peu difficile pour moi parce que ceux qui me donnaient des marchandises ne sont pas encore là. De là, je compte sur le peu de marchandises à ma disposition pour mener ma vente. Un peu plus loin, Ibra Gueye range ses produits. Il nous confie n'avoir pas beaucoup de difficultés pour la reprise. Moi, je ne rencontre aucune difficulté. Je remercie le bon Dieu. Un autre commerçant, Serine Baki Diouf, il affirme avoir pris toutes ses précautions. Je n'ai pas de problème car j'ai pris toutes les dispositions avant d'aller au village natal. Il faut éviter le gaspillage car les temps sont durs. Auparavant, on ne rencontrait pas de difficultés, mais aujourd'hui, la vie a changé. De nombreux commerçants, avec les dépenses parfois faramineuses de la Tabaski, se retrouvent presque sur le carreau. Ils attendent avec impatience l'arrivée des clients pour récupérer des sous. Certains sont assez avisés avec les nombreuses dépenses à faire pendant la Tabaski et prennent les devants. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et pour ce commerçant rencontré à Touba par Mariama Diop, c'est assez difficile d'économiser pour beaucoup de ses confrères. Serigne Fallou Xewal, nekk commerçant Dakar, depuis Touba, Pour la Tabaski, j'ai dépensé un peu plus de 800 000 francs CFA et c'est pour des dépenses obligatoires. Et il faut le faire pour faire plaisir à sa famille. Ici à Touba, c'est comme ça. Les dépenses incombent aux plus âgés, tu gères tout. Après la Tabaski, beaucoup de mes collègues commerçants rencontrent des difficultés. Parfois même, certains ont du mal à trouver l'argent pour le retour à Dakar. Les nombreuses dépenses sont passées par là. D'autres vont même être présentés à la police avec des plaintes. Des commerçants vont jusqu'à vouloir vendre leur matériel. De l'avis de l'économiste, le docteur Seydina Omar Sey, une étude pour quantifier l'impact des fêtes sur notre économie s'impose. L'enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pense que notre économie est relativement événementielle et c'est d'ordre culturel. Il est joint au téléphone par Fama John. C'est l'éternel recommencement parce que la plupart du temps pour les fêtes sénégalaises, notamment la Tabaski et désormais le Magal,
la plupart du temps, les ménages et de manière générale ceux qui s'activent dans l'informel, mais ils désapparaissent. Et la plupart du temps, après les fêtes, c'est tout simplement un nouveau départ, ça veut dire qu'ils recommencent à zéro. Et là, ça ne leur permet pas de faire de l'accumulation, c'est-à-dire à la base d'être des capitaines de petites entreprises, ça veut dire des capitaines d'industrie, ou bien augmenter le volume d'activité de leurs affaires en général. Et la plupart du temps des ménages, moi je dirais que c'est un peu d'ordre culturel, parce que les gens maintenant ont tendance à trop faire la fête pour nos yeux maintenant, à tel enseigne qu'après ces événements-là, on est dans des économies événementielles tout ça à zéro, parce que avant, pendant et après les fêtes, voilà, vous voyez que l'économie en quelque sorte est au ralenti. Il n'y a pas encore une étude qui nous permette de quantifier, de dire que mais est-ce que par exemple les fêtes là, quand nous les vivons en fait ralenties ou bien ça nous fait perdre des points de croissance, mais tout ça, une étude nous permettrait d'y voir plus clair. Je veux dire que le constat est là, comme vous l'avez vu. Ça veut dire qu'à chaque fois au lendemain de ces événements, de ces fêtes, mais la plupart du temps de ces ménages, ces économies informelles repartent à zéro. C'est-à-dire que ça commence à zéro parce qu'ils ont utilisé tout le repas. Le marché, c'est fini. Merci d'y avoir prêté une oreille attentive. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DSDOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Salimata Ao. Bienvenue. Les accidents de la route, des incidents fréquents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun accident ne survient sans cause. Cependant, des gestes simples peuvent sauver la vie d'une victime. D'abord, il faut toujours alerter les secours. Amadou Kanar Diop, expert en sécurité civile. Donnez la localisation précise, le nombre de victimes, l'état de chaque victime et les mesures que vous avez prises. Ne raccrochez pas, attendez pour répondre aux questions éventuelles de votre interlocuteur. Deux cas de détresse peuvent se présenter. La victime saigne beaucoup. Dans ce cas, il faut tout faire pour arrêter l'hémorragie. En quoi faisant? En faisant une compression, en mettant votre main dans un sachet en plastique et faire une compression directe locale sur la plaie. Vous poussez avec la paume de la main. Si c'est un petit saignement, vous avec les deux doigts. Sinon, quand c'est important, vous posez la paume de la main, mais la main dans un sachet en plastique. Et vous serrez fortement pendant quelques temps. En principe, le sang va s'arrêter. Il ne s'arrête pas, vous pouvez mettre un tampon relais. En mettant un tampon propre sur la plaie, vous poussez là-dessus jusqu'à ce que le saignement s'arrête et vous faites un bandage. Ensuite, vérifiez si la personne est consciente, mais aussi si elle respire. D'abord, vous appelez, comment vous allez? Répondez-moi. S'il ne répond pas, si vous dites, si vous m'entendez, serrez-moi la main. S'il ne vous serre pas la main, c'est-à-dire que très souvent, la victime est inconsciente. Maintenant, si la victime est inconsciente, là, la vie est menacée. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de chute de la langue en arrière. Si la langue chute en arrière, elle va boucher le carrefour aérodigestif, donc l'air ne passe pas. Il y a aussi un risque d'écoulement des voies respiratoires. Vous mettez un massage cardiaque et associé à une ventilation artificielle, par exemple la méthode bouche à bouche. Maintenant, si elle est consciente et respire, vous le mettez en position latérale de sécurité. Ce qu'il faut toujours éviter, c'est d'essayer de jouer au médecin. Et ce que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, ne le testez pas le jour J. Si un massage cardiaque associé à du bouche à bouche est réalisé dans les 2 minutes, le cerveau sera correctement oxygéné et les chances de survie de la victime seront multipliées par 10. C'était tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal.
RFM, la chronique du jour. La chronique du mardi signée PSK, Papa Sambakan. Les accords d'Alger, mai-juin 2015, sur l'instigation de la France, avaient signé la reconnaissance de fait par le gouvernement malien de différents mouvements de libération touareg du nord du pays, proches de l'ancienne puissance coloniale, au premier rang desquels le MNLA, pour Mouvement national de libération de l'Azawad. Cette initiative déboucha sur la création de la coordination des mouvements de l'Azawad. Aujourd'hui, il est question pour la dite coordination, alors que ces accords d'Alger, contestés de partout, sont en stand-by, de prendre en main la gestion administrative, économique et sécuritaire, je cite, de Tombouctou. Depuis ces accords, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Et le jeu de la France dans la sous-région, visant à mettre elle-même la main sur de larges territoires du Mali, devient de plus en plus clair. Cette opération de contrôle politique de Tombouctou par les mouvements de libération regroupés au sein de la CMA ne peut se réaliser que dans le cadre d'une partition du vaste territoire malien, dont les zones les plus riches en minerais de toute nature sont sous le contrôle de l'armée française, exclusivement à Kidal, au nord-est. Ni l'armée malienne, quasiment interdite d'évolution dans Kidal et ses environs, ni la MUNISMA n'y dispose de la moindre marge de manœuvre. Cette situation fait aujourd'hui l'objet de vives dénonciations de la part de la société civile malienne. Les images de ces manifestants maliens brandissant le drapeau tricolore de la France avec une tête de mort gravée sur la bande blanche avant d'être brûlés ont fini de faire le tour des médias et des réseaux sociaux. Il faut dire qu'à force, les dessins de Paris au Mali sont devenus d'un secret de polichinelle et la présence de la France dénoncée avec véhémence par différentes strates de la population malienne. Les intérêts autour de l'exploitation de l'or et de l'uranium dans les zones qu'elle contrôle doivent être d'une importance capitale pour la France. Et c'est pourquoi elle reste sourde à un mouvement de fond anti-français qui, au-delà du Mali, s'étend en Afrique de l'Ouest francophone, une clameur chargée de révoltes diverses, francs CFA, APE, etc., avec des manifestations de rue parfois violentes, de plus en plus populaires. Bien des observateurs, y compris étrangers et des hommes politiques maliens, ont fini de se convaincre que la lutte contre le terrorisme n'avait été qu'un prétexte pour la France de mettre la main sur ces vastes territoires au sous-sol si riche. Or, la France reste sourde à cette clameur, tout au moins la minimise, ce qui me paraît de très courte vue. La dernière actualité au Sénégal, pays voisin du Mali, où d'importants gisements de gaz et de pétrole ont été découverts récemment, est l'arrestation de l'activiste Guy Marius Sagna, libéré depuis, parce qu'il avait accusé la France de vouloir fomenter des attentats terroristes dans le pays pour justifier une future intervention militaire. Sagna, leader d'un mouvement dénommé France Dégage, faisait clairement référence au précédent malien qui fait de l'ancienne puissance coloniale le maître du Mali. Aujourd'hui, Kidal est sous le contrôle de l'armée française en dehors de tout exercice souverain autonome. Et la coordination des mouvements de l'Azawad, mouvements n'ayant jamais renoncé à leur projet indépendantiste, se prépare au contrôle administratif, économique, de défense et de développement, autant dire politique, de Tombouctou, sous le regard bienveillant de Paris. Tombouctou, ce vaste territoire, tampon entre l'extrême nord du pays et ce qui reste du Mali sous administration de son gouvernement et qui isole totalement la zone nord-est du pays, tombant sous le contrôle politique de mouvements de libération en mal de territoire, fait que le Mali est plus proche que jamais de la partition. Sur le plan géopolitique, cette situation est trop à l'avantage de Paris pour que la main de la France en soit absente. Un rapport du ministère français de la Défense rendu public en octobre 2012 par le Nouveau Courrier, qualifiant de tabou l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme, qui est un principe depuis la naissance de l'OUA en 1963, prédisait la disparition des dites frontières. Alors se sont peut-être dit les autorités françaises, au lieu de subir l'histoire, provoquons-la. Ce n'est plus de la diplomatie ni de la prospective politique, c'est de l'apprentie sorcellerie. Car elle ne tient aucun compte du réel, dont l'élément central de toute analyse est cette masse de jeunes gens instruits mais révoltés par des conditions d'existence difficiles au centre desquelles ils voient à tort ou à raison la main de la France. Une France qu'ils ne connaissent, ne voient, ne perçoivent qu'à travers son hégémonie sur les économies africaines, ses refus massifs de délivrance de visas, ses rapatriements chaînes aux pieds
Et aujourd'hui, son entêtement à fermer ses frontières aux migrants désespérés et épuisés, rescapés des naufrages génocidaires quasiment organisés par l'indifférence d'une Europe égoïste, pour dire le moins. RFM, l'invité. 22h43, l'invité de RFM Soir, Magatte Ba, directeur général de l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture. Il répond aux questions de Papa Balagueye. Merci beaucoup Mamoudou Amanjon. Nous sommes avec le docteur Magatte Ba, directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, ANA. Bonsoir monsieur. Bonsoir. En parlant d'ANA, quel est le poids de l'aquaculture même sur l'économie du Sénégal? Oui, vous savez, je répondrai à cette question en élargissant le sens de l'économie d'une manière générale, parce que, comme vous le savez, l'aquaculture participe à la création d'emplois et de richesses, mais aussi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de notre alimentation, les gens sont plus exigeants en matière nutritionnelle et il y a une forte demande en protéines animales d'origine halieutique, plus qu'en viande rouge ou autre. Alors, ce qui fait qu'il y a quand même un impact certain dans la sécurité alimentaire du pays, et le Sénégal étant un pays grand consommateur de poissons, certainement nous allons dans les temps qui viennent pouvoir faire des résultats importants qui impacteront les aspects économiques et voire même la balance commerciale, parce que non seulement on vise l'autosuffisance, mais aussi on doit pouvoir exporter si on pense à certains types de produits comme l'huître de palétuvier. Il y a un grand potentiel au Sénégal. Comment pénétrer le marché européen et créer de la plus-value? Donc c'est ça qui nous intéresse vraiment dans le développement de l'aquaculture. Aujourd'hui également, vous avez reçu donc les producteurs aquacoles. Donc ils ont soulevé pas mal de difficultés liées un petit peu au coût de l'aliment. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État peut faire ou compte faire pour ne serait-ce qu'amoindrir ces difficultés? Vous savez, le rôle de l'Agence nationale de l'aquaculture, c'est l'encadrement rapproché des producteurs à tout point de vue pour qu'ils s'en sortent et qu'ils puissent avoir une bonne production et que financièrement l'activité soit rentable. Alors, il se trouve que les contraintes liées à l'aliment de poisson et liées à l'aliment de poisson, liées aussi à l'alevin de qualité, donc restent des contraintes qui demeurent encore dans la mesure où le Sénégal n'a pas d'usine de niveau industriel de production d'aliments de poisson. Alors, si on importe cet aliment-là, en général, c'est l'ANA qui importe pour appuyer les producteurs au moins dans leur premier cycle de production, ensuite de faire de sorte qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Alors les producteurs parfois pensent que l'ANA doit pouvoir chaque année, n'est-ce pas, intervenir en termes d'aliments et d'alevins gratuitement pour qu'ils puissent partir. Ça se comprend parce qu'en fait l'État le fait au niveau d'autres domaines de production agricole, pastoral, etc. Alors pour nous, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant une subvention, c'est cet appui en aliments de poisson, cet appui en alevin de qualité dès le démarrage de la production. C'est ce que fait l'ANA. Et maintenant, le reste, c'est le marché qui le régule. À un certain niveau de production de poissons, il doit pouvoir y avoir parallèlement une production d'aliments de poissons et que le Sénégal puisse arriver à un niveau où le marché régule, n'est-ce pas, cet aliment de poisson pour que les prix puissent chuter et ne puissent pas être chers. Alors si on importe l'aliment du Ghana, ou c'est le plus proche, le marché le plus proche, ou bien qu'on importe d'Europe ou de Chine, parce que l'essentiel de l'aliment importé d'ailleurs vient de Chine, alors vous voyez qu'il y a quand même des coûts de production qui sont supportés difficilement par les promoteurs. Aujourd'hui, quelles doivent être les stratégies à développer, ne serait-ce que par l'État ou peut-être vous en tant que secteur ou peut-être agence qui accompagne un peu les producteurs piscicoles? Oui, les stratégies consistent déjà en une diversification
de la production aquacole. Il y a le poisson, mais il y a l'ostréiculture, il y a la mytiliculture avec la moule, il y a l'algoculture avec les macroalgues en mer, mais il y a aussi la spiruline, la microalgue miraculeuse qui lutte contre la malnutrition, qui est très importante, qui se fait en eau douce, etc. etc. Et demain, c'est un rêve quand même qui est tout proche d'être réalisé dans la mesure où on a des programmes ficelés dans ce sens. Demain, ce sera la creveticulture avec de vastes étangs de production de crevettes qui pourront non seulement satisfaire à la consommation locale, mais pénétrer le marché extérieur. Alors, c'est la diversification. Maintenant, il y a aussi le fait que pour l'aliment, il ne faut pas qu'on s'appuie seulement sur de l'aliment importé. Si on continue de le faire, on fait travailler les autres. On doit pouvoir s'appuyer sur les sous-produits qui existent à notre niveau pour les transformer en tenant compte des fruits de la recherche-développement, pour mettre au point une formulation d'aliments performants avec des sous-produits sénégalais. C'est ça qui permettrait de faire baisser les coûts de production. L'aliment de poisson intervient pour autour de 70% du coût de production d'un établissement aquacole. Par exemple, dans le monde, la production aquacole va occuper une grande place. Le Sénégal, où est-ce qu'il se situe? Oui, le Sénégal est en train de faire son petit chemin de développement de l'aquaculture et nous sommes heureux de constater que les autorités en sont conscientes et qu'il y a une très forte volonté politique qui se manifeste pour le développement de l'aquaculture au Sénégal. C'est fondé et ça se comprend parfaitement. Nous sommes un pays côtier où la pêche artisanale est très importante, un pays de pêcheurs. Dans notre alimentation, on a le tchéboudion, mais aussi on a les autres produits halieutiques. On ne peut pas se passer de tout cela et il faut absolument que dans un contexte de raréfaction des ressources halieutiques, il faut passer à l'élevage et il faut foncer dans cela. Et nous sommes heureux de voir que le positionnement de l'aquaculture comme priorité dans le plan Sénégal émergent est confirmé par monsieur le Président de la République dans le cadre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent et que le projet de développement accéléré de l'aquaculture donc va pouvoir capter des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs qui sont visés. Alors là où on en est, c'est qu'on est passé quand même de 371 tonnes à plus de 2080 tonnes en 5 ans. Ça fait 92% de taux de croix par an, c'est pas rien, mais la production est encore très faible. Ces 2 dernières années, il faut se l'avouer, il y a eu des difficultés dans le financement de l'aquaculture. C'est le seul BCI que nous arrivons à capter, qui est relativement modeste, parfois même le tiers du budget prévu. Mais nous faisons de sorte que dans les autres projets et programmes qui travaillent dans l'emploi des jeunes et des femmes, ou qui travaillent dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous arrivons à intégrer des sous-composantes aquacoles, de sorte que ce n'est pas seulement le département des pêches et de l'aquaculture qui investit dans le domaine de l'aquaculture, mais aussi les autres secteurs. Et tout se situe dans le plan stratégique de développement de l'aquaculture. Oui, vous l'avez nommé, c'est le PSDA encadré par la direction du secteur parapublic qui a poussé les agences d'exécution à signer des contrats de performance avec l'État. Donc le contrat de performance doit déjà être encadré par une stratégie qui encadre tout ça sur 5 ans, le plan stratégique de développement de l'aquaculture, et le contrat de performance sur 3 ans. Alors le contrat de performance, c'est des engagements. Donc l'ANA s'engage dans le cadre du renforcement des producteurs, l'accompagnement des producteurs à faire élever la production aquacole, entre autres, parce qu'il y a la formation, etc. Et en face, il y a des engagements sur le plan financier, n'est-ce pas, au niveau de l'État pour mettre des ressources appropriées, des ressources conséquentes, n'est-ce pas, liées à l'atteinte de ces cibles-là pour qu'on puisse atteindre vraiment les objectifs visés. Mais il y a effectivement des contraintes à ce niveau-là. Quelles sont ces contraintes? Oui, les contraintes, c'est d'abord la mobilisation de ces ressources nécessaires pour atteindre les objectifs à date. Et les projets et programmes qui sont en train d'être montés au niveau des différents services qui sont des différentes structures qui sont dans la production agricole en général, c'est-à-dire élevage, pêche, aquaculture, etc., qu'on puisse
mettre des ressources pour avoir des infrastructures de base en matière d'aquaculture, mais aussi accompagner les privés à se positionner dans les différents maillons de la chaîne de production aquacole. Un secteur qui engrange peut-être des femmes et des jeunes. Vous luttez également contre le chômage de ces jeunes. Aujourd'hui, quelle est la part ou peut-être la réussite que vous avez eu à avoir pendant tout ce temps? Oui, le Sénégal est un pays jeune. Je pense qu'il y a un gros challenge par rapport à l'emploi des jeunes et on l'a tous compris avec la vision du président de la République qui a mis en place un dispositif institutionnel nouveau et une structure d'encadrement adaptée, n'est-ce pas, par rapport à la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et d'autres institutions de financement qui doivent permettre, n'est-ce pas, d'intégrer des plans d'affaires sur l'aquaculture et de les faire financer par ces structures de fonctionnement. Vous l'avez tantôt dit en Wolof, un gap de 10% un petit peu à résorber. Comment est-ce que vous allez faire pour ne serait-ce que remplir ou atteindre cet objectif avec l'aquaculture? Et la perspective, c'est quoi? Oui, vous savez, il y a le BCI capté par l'Agence nationale de l'aquaculture, c'est une subvention de l'État, mais il y a le financement du secteur privé. L'État doit venir avec un appoint de 40% globalement et 60% pour le privé. C'est un montage global pour encadrer le projet de développement accéléré de l'aquaculture pour l'atteinte des 30 000 tonnes en 2018. Mais cela doit passer par des privés forts qui s'installent dans l'aquaculture et qui investissent, n'est-ce pas, avec l'accompagnement de l'Agence nationale de l'aquaculture, mais aussi d'autres structures, notamment les structures de financement. C'est quoi la perspective avec l'ANA? La perspective, c'est d'abord améliorer le dispositif, le cadre pour favoriser l'investissement privé, ceci à tout point de vue, par rapport à la... je veux dire, comment faciliter l'investissement en aquaculture. Il y a des tarifs douaniers, l'énergie, etc., n'est-ce pas, qu'il faut pouvoir gérer pour que le cadre soit vraiment favorable et les subventions. Mais il faut aussi de la formation, renforcer les capacités des producteurs. Sur ce, M. Maguette Ba, je vous dis merci.